Entrepreneuriat. Je pense que c'est un des mots les plus populaires de ces 10-15 dernières années, mais surtout la dernière décennie. Et oui, ça va continuer à être un mot extrêmement populaire, on va l'entendre partout, même si c'est un peu biaisé aujourd'hui ce concept-là. Simplement parce que la population du continent africain va doubler d'ici 2050. Lorsqu'on sait ça, on comprend qu'il n'y a pas beaucoup d'issues. J'ai coutume de dire que de gré ou de force, par passion ou par défaut, la plupart des Africains vont devoir devenir entrepreneurs. Regardez autour de vous aujourd'hui. Même les personnes qui sont des cadres, des employés, ont des business, des side hustle pour la plupart. Parce que la vie coûte de plus en plus cher. Et pour ces personnes-là, donc la majorité, les autres, je veux dire, qui n'ont pas d'emploi ou qui ne veulent pas aller vers ce chemin classique, eh bien, c'est de plus en plus difficile parce que les voies ne sont pas nombreuses, celles qui s'offrent à eux. Les États embauchent de moins en moins. La famille, malgré la solidarité, on ne peut plus continuer à se reposer sur une ou deux personnes uniquement comme ça a été le cas longtemps. Et puis, les entreprises embauchent le moins possible parce qu'elles doivent maximiser les profits et qu'elles ont beaucoup de charges aussi. Donc, on se retrouve dans un contexte où la bonne fée, famille, entreprise, État, eh bien, elle fait plus de miracles. Cependant, il faut être lucide. Je dis ça parce que l'entrepreneuriat, même si j'en fais la promotion, j'aime avoir un discours très réaliste et franc à ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve. Il faut comprendre que ce n'est pas le chemin le plus simple. Et au moins quand on le sait, on s'apprête. La quête de l'indépendance financière et la quête de la liberté sont les facteurs qu'on entend le plus souvent cités lorsqu'on demande aux gens pourquoi vous voulez aller vers l'entrepreneuriat. Même si parfois c'est par défaut, ils vont évoquer ça. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler de certaines choses dont on ne vous a certainement jamais parlé. Est-ce que vous êtes certain qu'un entrepreneur est libre? Vous êtes vraiment certain de cela? Avant donc de plonger tête baissée, il faudrait que vous connaissiez certaines choses. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. Vous savez que c'est un des sujets de prédilection de cette chaîne. Ici, on parle de business, on parle également de développement personnel, d'éducation financière et de mindset parce que tout part de l'état d'esprit. Alors, je veux aujourd'hui avoir un discours très franc sur l'entrepreneuriat avec vous en ce qui concerne la liberté. Et si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Activez la cloche de notification après vous êtes abonné. Donc on s'abonne d'abord et on active ensuite gling gling la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos propulsives diffusées sur cette chaîne tous les jours. L'entrepreneur est un esclave. Donc je ne mâche pas mes mots, on rentre dans le vif du sujet, dans le dur tout de suite. En réalité, l'entrepreneur n'est pas libre, c'est un esclave. Il est tenu par de nombreuses chaînes. Je vais dans cette vidéo évoquer 5 chaînes par lesquelles les entrepreneurs sont tenus. Même s'il y en a plus, je pense que ça va déjà vous donner un aperçu assez alléchant de ce qui vous attend si vous comptez vous lancer ou de ce à quoi vous allez faire face si vous êtes déjà les pieds dedans. Et en commentaire, je serais d'ailleurs ravi de pouvoir lire les partages d'expériences des uns et des autres, n'est-ce pas, à ce sujet. Alors, on va commencer par le premier point. L'entrepreneur est esclave de ses employés. Oui, vous avez bien entendu, pardon, l'entrepreneur est esclave de ses employés. La gestion d'une équipe, c'est quelque chose de très prenant. Quand bien même vous vous retrouvez dans une structure, une structuration, hein, un mode organisationnel qui vous permet d'avoir un responsable des ressources humaines ou même un département de ressources humaines, vous restez un super RH si vous êtes l'entrepreneur et donc celui qui gère, le gérant comme on dit, en tout cas celui qui gère les activités courantes. Simplement parce que vous allez devoir gérer les conflits. Même les personnes qui sont membres d'un service RH que vous auriez, et là je parle d'entreprises déjà structurées, et bien ces personnes-là aussi, elles vont venir vers vous parce que vous restez le référent direct. Ce n'est que dans les grosses structures, allez là je parle de 100, 200, 300 personnes, que le détachement commence à se faire véritablement et qu'en haut vous avez des directeurs généraux ou des PDG selon les structures qui ne sont plus forcément en lien direct et étroit, continu avec leurs collaborateurs. Mais croyez-moi, de la start-up ou de l'entreprise individuelle où vous êtes seul, à la PME où vous allez être 30, 40, 50, un peu plus,
En passant par la startup où vous êtes les 10, à tous ces niveaux-là, ben vous allez faire ce travail. Vous allez gérer les conflits entre collaborateurs, vous allez gérer les problèmes aussi personnels de vos collaborateurs, parce que si vous êtes un bon manager, normalement, c'est que vous avez du leadership et que les gens ont confiance en vous. Donc, à des moments donnés, ils vont vous poser des problèmes personnels où vous allez vous-même sentir qu'il y a des difficultés personnelles au niveau de tel ou tel collaborateur et vous allez aborder les choses délicatement, sans faire d'interventionnisme ni d'intrusion, mais vous avez besoin que vos collaborateurs soient bien dans leur peau pour être performants. Donc, vous êtes à leur service. Ça, il faut bien le comprendre. Et c'est pas toujours très simple. Moi, j'ai géré une équipe à un moment où on était un peu plus de 30. Et je vous assure qu'avec toute la bonne volonté du monde, à des moments donnés, ça peut être, comme on dit en anglais, overwhelming. C'est-à-dire que vous êtes un peu submergé. Donc, vous devez savoir que c'est une tâche qui vous incombe et vous préparer à la gérer. Ça veut dire être émotionnellement assez stable pour supporter tout ce qui arrive et le gérer de façon optimale. Vous dépendez également des résultats de votre équipe. Ah ben oui, parce que vous avez beau avoir une superbe idée, vous pouvez être le génie de la lampe d'Aladin. Quoi qu'il arrive, vous ne ferez pas tout seul. Même lui, il n'avait droit il pourrait réaliser que 3 vœux. Vous voyez, tout est limité dans la vie. Donc, vous avez besoin des gens pour travailler. Vous avez besoin d'une équipe, et donc d'une équipe qui, idéalement, est compétente. Vos résultats, ceux de votre entreprise, ceux qui vont être liés à votre idée, idée qui vous fait rêver, etc. Ben, ces résultats dépendent de votre équipe également. Donc, vous êtes également soumis à l'équipe. De ce point de vue-là, vous êtes également esclave de votre équipe. Et je ne vais pas parler en détail des pressions salariales. Vous comprenez ce que c'est, n'est-ce pas? Rien que le terme déjà est clair, hein, pression salariale. Ben oui, vous devez payer vos employés. Même quand ça ne va pas, on paie d'abord les autres, hein, avant de se payer. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si les autres partent, eh bien, il n'y a plus d'activité, si les collaborateurs partent. Donc, même dans les temps de crise, vous allez payer d'abord vos collaborateurs, ce qui est tout à fait logique. Et dernier point, au niveau de l'esclavage, je ne vais pas dire que c'est un esclavage qui est pratiqué par les employés. Non, on est soumis par l'entrepreneuriat à cet esclavage-là. C'est celui du turnover, notamment dans les environnements africains où, malgré les contrats qui existent parfois, il y a beaucoup de turnover. Du jour au lendemain, vous avez un commercial qui vient plus au boulot, qui éteint son téléphone, qui change de numéro, ou quelqu'un qui vous informe 10 jours avant son départ, qui planifie depuis 4 mois, qui va partir. Voilà, donc quand vous pesez le pour et le contre, vous allez commencer à poursuivre quelqu'un. Pourquoi? Non. Donc généralement, on se trouve dans des situations difficiles. Quand les gens sont à des postes stratégiques, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'à ces postes-là, les contrats sont beaucoup plus béton. Et puis, les gens eux-mêmes ont une certaine déjà conscience, généralement, hein, il y a des cas... Bref, on ne va pas en parler ici. Malheureusement, il y a des cas où des gens qui sont à des postes très stratégiques ne respectent pas leurs engagements. Et donc, le turnover fait que vous devez, dans l'immédiat, de façon compliquée, hein, souvent, trouver un remplaçant dans l'urgence, le reformer, etc. Donc, vous êtes esclave de toutes ces situations-là. Ce n'est pas évident. Ensuite, on a la deuxième chaîne, l'État. Oui, l'entrepreneur est esclave de l'État. Ça, c'est une évidence, n'est-ce pas, me direz-vous? Parce que les obligations légales et fiscales, elles sont lourdes à gérer. Vous avez déjà la paperasse. Rien que ça, moi personnellement, ça me tue. Je déteste tout ce qui est paperasse, mais vous êtes obligé de faire avec. Encore une fois, vous pouvez avoir un collaborateur si vous avez déjà une boîte structurée qui gère ça, mais vous devez garder un œil là-dessus. Absolument, parce qu'on parle de paperasse, c'est des choses qui nous emmerdent parfois, mais ce sont des choses sensibles. Donc, on n'envoie pas n'importe quel type de document dans une administration qui gère par exemple la sécurité sociale ou les impôts. Vous allez devoir relire ce que les collaborateurs font. Hein, être sûr que tout est fait dans les normes. Les impôts et les taxes, bon, est-ce qu'il y a grand-chose à dire là-dessus? Je pense pas. Je crois que c'est la grosse frayeur des entrepreneurs et c'est normal. Parce que l'entrepreneur, il travaille et son but, c'est de faire du profit. Ben, il doit payer une partie. Ça aussi, c'est normal, il faut contribuer au développement. C'est pour ça que je dis que les entrepreneurs, ils ne travaillent pas que pour eux. Hein. Ils créent des emplois, ils apportent des solutions et ils aident les pays à se développer. Seulement que la pression fiscale est très lourde dans la plupart de nos pays en Afrique francophone. Donc, il faut faire de l'optimisation fiscale et trouver les moyens de pouvoir rester dans la légalité tout en minimisant justement tout ce qui va sortir et repartir dans les caisses, quoi. Donc ça, c'est une grosse pression. Comme les réglementations sectorielles, ça dépend de votre domaine d'activité. Si vous êtes par exemple dans la distillerie ou dans la restauration même, il vous faut une autorisation de débit de boisson pour vendre de l'alcool par exemple, et il y a plein d'autres choses. Donc il faudra renouveler cette autorisation-là, payer la patente si vous avez une boutique mensuellement ou trimestriellement, ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes. Bref, tout ce qui est sectoriel et qui est également limité ou je dirais exclusivement
liées à votre environnement. Il faut y faire face, il faut se maintenir à jour. Je finirai avec le poids des réformes, puisque les pays dits en développement sont les pays dans lesquels il y a des réformes de façon continue, ce qui est normal. Les pays qui sont en train de se développer, qui veulent rattraper un certain retard. Donc, forcément, les choses sont assez souvent chamboulées. Vous devez donc être tout le temps dans une logique de mise à jour. Et ça demande de faire appel à des spécialistes. Donc, c'est des dépenses, c'est du temps, tout ça, vous êtes esclave de tout ça. Parce que la loi de finances va changer d'une année à une autre et il n'y a pas de continuité sans changement pendant de longues périodes quand on est dans des phases de réforme, puisque le législateur fait différents essais. On teste telle chose cette année, l'année qui suit. Allez, on réaménage, on rajoute quelque chose, on enlève autre chose, jusqu'à trouver un équilibre. Donc c'est tout à fait logique et il faut que l'entrepreneur s'adapte. Voilà comment est-ce qu'on peut parfois se perdre un petit peu dans les méandres de tout ce qu'il y a à faire d'un point de vue légal et fiscal. Et le business plan sert aussi à ça. La rédaction d'un business plan, ça sert à ça. Quand vous rédigez un business plan, il y a par exemple, entre autres éléments qu'on fait dans une étude de marché aussi, il va y avoir tout ce qui est PESTEL. Donc une analyse PESTEL va vous permettre de dégager tout ce qui est facteurs politiques, économiques, sociologiques, technologiques, environnementaux et législatifs. D'accord? C'est un exemple. Au niveau du SWOT aussi, vous allez voir quelles sont les forces, les faiblesses du business, les atouts du marché, de l'environnement, etc. Donc, avant de vous lancer dans une activité, faites en sorte de réaliser un business plan qui vous permet de connaître votre projet. Le business plan, on le fait pour soi d'abord. C'est la Bible de l'entrepreneur, avant d'être un outil de recherche de financement. Ça vous permet d'avoir une photographie de votre business. Où est-ce que je veux en être dans 3 ans? Où est-ce que je veux en être dans 6 ans, dans 10 ans? Évidemment, les choses fluctuent et on s'adapte et on modifie en cours de route le business plan. Moi, dans une activité agroalimentaire que j'ai eue à un moment et qui m'a occupé un peu moins de 10 ans, j'avais rédigé un business plan dès les premiers mois, alors que j'avais même pas encore investi 100 000 francs, quoi. Et je ne savais pas où je trouvais les sous. Mais j'ai rédigé le business plan parce que pour moi, dans le schéma idéal, voilà ce que je devais faire. Donc, vous êtes prêt quand l'argent arrive, vous implémentez. Vous avez également cette capacité d'anticiper justement tout ce qui va être de l'ordre de l'environnement, les réformes et tout ça. Voilà. Donc, faites-le. Si vous ne savez pas comment rédiger un business plan, rendez-vous sur www.academyrock.com qui est notre plateforme d'e-learning et vous trouverez parmi les différentes formations très utiles pour les entrepreneurs, une précisément donnée par moi-même et qui vous permet d'apprendre à rédiger un business plan performant et convaincant. C'est du e-learning. Une fois que vous avez souscrit, que vous avez payé votre formation, vous la suivez depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur, à votre rythme, sans pression, et puis vous allez progressivement devenir un boss, je l'espère, en business plan. En tout cas, c'est très important comme atout à avoir. Troisième chaîne, roulement de tambour, les clients, évidemment. Vous êtes esclave des clients. Votre premier patron, c'est le client. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas d'argent. Alors vous pouvez découvrir le traitement contre le cancer. Si personne ne veut l'acheter, vous allez mourir pauvre dans votre appartement. Voilà, vous serez un génie maudit, ce que je ne souhaite à personne. Donc, il faut savoir vendre. Il y a plusieurs vidéos à ce sujet sur la chaîne, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on est esclave des clients? Parce qu'on dépend d'eux pour générer le chiffre d'affaires. Et c'est le chiffre d'affaires, donc les revenus, qui vont permettre de payer les salaires, qui vont permettre de payer les impôts, qui vont permettre de développer l'activité, qui vont permettre de vous payer, après avoir payé tout le monde, si possible, ok, de générer éventuellement des dividendes et tout ça. Donc, les clients, ce sont vos patrons. Quand on dit que le client est roi, c'est de ça qu'il s'agit. Évidemment. Et ça, vous ne pouvez pas y couper. Vous allez devoir apprendre à faire de la négociation parce que sinon les clients vont trop vous tenir et vous serez trop dépendant d'eux. Vous allez devoir apprendre à développer les canaux de rentabilisation, donc avoir plusieurs sources de revenus, même à l'intérieur de la même activité. Il y a des exigences personnelles que certains clients auront, surtout les gros clients, auxquels on ne peut pas dire non, donc ils deviennent capricieux et ils savent. Vous savez, si moi j'achète chez vous des épices que j'utilise dans une unité de fabrication de piments ou de mélange d'épices et que j'achète chez vous, disons, de l'ail, si je suis celui qui achète 80% de votre production, vous êtes dans le baba. Eh bien oui, parce que je sais que j'ai un pouvoir sur vous. Et à ce moment-là, en termes de négociation, ça va être difficile. Donc, on est esclave des clients, surtout quand ils sont puissants et importants pour notre activité. La gestion des plaintes et tout ça, il faut s'en occuper aussi, même si vous avez un service commercial. Parce qu'une seule plainte peut ruiner un business. Donc, vous allez devoir subir tout ça. Subir, entre guillemets, ça fait partie du boulot. Mais c'est pour vous dire un peu toutes les chaînes par lesquelles vous serez tenu. Et l'image aussi, le marketing, l'image de votre marque, ça c'est sensible. Si votre image est altérée, le business est altéré.
également. Donc voilà un petit peu au niveau des clients, comment est-ce que les sous-chaînes vous tiennent, puisque les clients eux-mêmes sont la chaîne dans notre image, hein, dans cette métaphore-là que nous essayons de mettre à jour ici pour que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Quatrième chaîne, pardon, vous êtes esclave du marché et de l'environnement. Évidemment, la nécessité de s'adapter constamment n'est pas quelque chose qui doit vous être étranger. Il faut s'adapter aux changements. J'ai parlé des réformes tout à l'heure, ça fait partie des changements par exemple. Les changements technologiques également. Lorsque vous voyez depuis 10 ans ce qui se passe, une entreprise qui ne va pas amorcer sa digitalisation, quel que soit son secteur, elle va connaître des difficultés. Aujourd'hui, c'est encore pire avec l'intelligence artificielle. Donc, rien que ça, c'est pour vous donner un exemple de comment il faut pouvoir procéder. On a bien vu Nokia ici se casser la figure et Kodak également parce que ces grosses boîtes ont loupé des virages stratégiques. Et malgré toute leur expertise et leur savoir-faire et leur renommée, eh ben, elles se sont retrouvées aux oubliettes, elles se sont fait courser, dépassés par d'autres. Donc il faut savoir prendre des virages, il faut savoir s'adapter. Ça veut dire qu'il faut constamment être en train d'étudier le marché, il faut faire des aménagements, des ajustements, tout le temps. Et tout ne dépend pas de vous. À un moment donné, dans mon activité agroalimentaire, il y a quelques années, nous avions une boutique. D'accord? Cette boutique s'appelait la boutique d'Aelian. Et c'est une boutique qui fonctionnait très bien parce que nous vendions nos produits faits maison, également les produits d'autres promoteurs, fabricants agroalimentaires, donc même certains produits de nos concurrents. Le but, c'était justement de faire travailler la concurrence pour nous, parce que ça nous permet de toucher entre 20 et 30% à chaque fois. Et donc, c'était devenu une des boutiques de produits locaux les plus en vue de Cotonou. Donc, le réflexe des gens qui passaient par Cotonou, c'était de venir à cette boutique-là, dans cette boutique, faire des achats, parce qu'on était très actifs au niveau de la communication, notamment sur les réseaux sociaux. Mais l'environnement, à un moment, nous a imposé quelque chose de difficile. Il y avait des travaux d'asphaltage de notre zone et pendant presque 2 ans, 18 mois je crois, évidemment ce genre d'événement ça vous traumatise, vous n'oubliez pas, mais on a dû subir l'asphaltage, c'était pour une bonne cause, mais il y avait des travaux et pendant toute la durée des travaux, à part les 3 premiers mois, l'accès à la boutique était devenu quasiment impossible. Les gens devaient se garer très loin pour venir, ce qu'ils ne faisaient pas. Il y avait d'autres boutiques dans la ville, mais ils allaient chez les concurrents. Donc les concurrents ont récupéré beaucoup de clients. Même ceux que nous, on a convertis aux produits locaux, à force de travail, de com, de ceci, de cela, on les a perdus. Et ça, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il doit se démerder pour trouver, pendant ce temps, des moyens de compensation. Voilà comment est-ce que vous êtes esclave également du marché, des fluctuations économiques. On a vu comment Covid également, ça a secoué les gens. La crise en Ukraine, par exemple, a également secoué un certain nombre d'entreprises. Regardez par exemple dans le domaine de l'agriculture, les éléments qui rentrent dans la composition des aliments pour les poules, les coqs, etc., pour les volailles, il y en a qui ont pris beaucoup de prix parce qu'apparemment, il y en a qui viennent de loin, de très loin. Et du coup, toute la chaîne a été impactée. Et celui qui vend du poulet fumé, à partir du moment où il y a cette augmentation-là, ses prix sont impactés. Et il y a par exemple une entreprise au Togo qui a augmenté 2 fois ses prix en l'espace de 18 mois. Évidemment, quand c'est de l'ordre de 50, 100 francs ou 200, on n'a pas l'impression que c'est beaucoup. Mais quand vous calculez en termes de pourcentage, c'est pas négligeable et ça fait fuir certains clients, surtout quand vous voulez faire de la qualité. Bref, vous êtes également esclave de tout ça parce que ça ne dépend pas de vous. Vous allez subir et il faut savoir s'adapter. Si vous avez justement des difficultés d'un ordre donné parce que vous êtes dans une situation difficile, vous devez prendre des décisions, qu'il s'agisse de l'une de ces chaînes-là ou d'une autre, des décisions concernant les clients, concernant l'État, concernant les employés, n'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi, le lien est en description. Et pendant 1 heure, je serai ravi de vous apporter mes lumières. Ça fait plus de 15 ans que je suis entrepreneur et plus de 12 ans que je suis dans le consulting. Donc, je prends beaucoup de plaisir à faire ça, à vraiment prendre la main de mes clients et à les accompagner dans leur quête de performance. On va poursuivre en abordant maintenant la 5e chaîne. Eh bien oui, vous êtes esclave de la finance, tout ce qui concerne le cash, évidemment. Parce que la gestion financière, là je ne parle même pas de la recherche de financement, ça c'est autre chose. Mais rien que la gestion financière, ça peut très vite devenir un fardeau. Ce n'est pas simple de gérer une entreprise et vous le savez. Et lorsqu'on se dit qu'on veut être libre en étant entrepreneur, c'est une erreur, c'est presque une aberration. Lorsque vous regardez le cadran du cash flow, d'accord, de Robert Kiyosaki, qu'on verra dans une autre vidéo, je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans certaines, vous vous rendez compte que l'entrepreneur, ce n'est pas l'investisseur par exemple. L'entrepreneur, il vend toujours son temps pour gagner de l'argent. C'est une étape qui peut mener
à celle où vous devenez investisseur, comme vous pouvez aussi la sauter. Vous pouvez être entrepreneur par passion, vous pouvez être entrepreneur par défaut, comme je l'ai dit. Dans tous les cas, le but, c'est de parvenir un jour à être investisseur. En tout cas, moi, c'est mon but. C'est ce que j'ai commencé à faire tout doucement. Et c'est vers ça que je veux amener également la communauté rock, pas dès le départ. Parce que l'entrepreneur, en fait, il fait ses armes. Mais si vous voulez vraiment atteindre la liberté, un jour, c'est en devenant investisseur. Parce que les finances, comme je dis par exemple, ici, c'est un gros poids. La recherche de financement, sans rentrer dans les détails, vous savez déjà comment est-ce que c'est épuisant. Qu'il s'agisse d'aller emprunter de l'argent auprès de votre famille, d'aller dans une banque, de chercher un business angel, de courtiser un fonds d'investissement. Bon, bonne chance. OK? Quel que soit le canal, ça va être lourd. Or, vous dépendez entièrement de ça. Pour vivre, il faut du cash. C'est le nerf de la guerre. Vous avez également la gestion de la trésorerie qui va être compliquée, la gestion après de la comptabilité, entre guillemets, gestion entre guillemets, parce que vous n'êtes pas le comptable, vous en avez un, qui soit dans la boîte ou qui vienne sporadiquement. Dans tous les cas, il faut comprendre. Un entrepreneur doit savoir lire un bilan, au moins les grandes lignes, pour comprendre comment son activité fonctionne. Parce que beaucoup de boîtes ont périclité simplement, et je mets simplement entre guillemets, parce que les patrons ne savaient pas lire un bilan. Et que parfois, ils ont un comptable qui sait faire le travail de base, mais il ne sait pas analyser. Il ne fait pas de la comptabilité analytique. Donc, tout entrepreneur doit avoir des bases au moins en comptabilité analytique pour comprendre tel chiffre et tel chiffre, ça veut dire quoi? En fin de compte, quelle décision je prends lorsque j'ai telle configuration? Au pire, faites appel à des gens pour ça, payez-les parce qu'ils vont vous sauver parfois de véritables tragédies. Donc, tout ça, vous êtes tenu, ce sont des pesanteurs. Et l'endettement, je vais finir là-dessus. Bon, si vous connaissez des entreprises qui atteignent des niveaux élevés qui ne sont pas endettés, envoyez-moi un mail avec le nom de ces entreprises-là, on va faire une vidéo sur elles. Ça n'existe pas. Peut-être qu'à un moment donné, l'entreprise n'est plus endettée, mais elle l'a forcément été. D'accord? Facebook, j'aime bien cet exemple, j'en parle souvent parce que tout le monde connaît Facebook. C'est 9 à 10 ans avant de gagner le premier dollar. C'est-à-dire que pendant la première décennie, Facebook n'a pas gagné un franc, n'a pas été rentable, et les investisseurs ont continué à mettre du cash. Amazon, c'est de très longues années aussi. Toutes les boîtes que vous connaissez. Il y a des boîtes aujourd'hui qui sont super puissantes, qui sont cotées en bourse et qui ont des niveaux de capitalisation énormes, mais qui sont plus endettés que leur capitalisation. Parce que le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un système qui vous permet d'avancer si vous vous endettez. C'est comme ça que le système est fait. Vous devez acheter entre guillemets de l'argent, donc emprunter, prendre chez des gens pour payer avec des intérêts pour avancer. Le système est fait comme ça. Il faut donc faire attention à ne pas trop s'endetter, à ne pas se retrouver dans une situation difficile, mais vous n'allez pas éviter l'endettement. Ça peut être 100 000, ça peut être 100 milliards à un moment donné pour avancer. Toutes les entreprises font ça. Et c'est pour ça que tous les fondateurs aussi, ils cèdent des parts pour finalement avoir, pour Bill Gates, quoi, 1, je ne sais plus combien, % de Microsoft. Je pense que Zuckerberg, est-ce qu'il a plus de 20% maintenant? Je ne sais plus. Mais ça descend tous les ans parce que vous faites rentrer de nouveaux actionnaires qui amènent du cash et vous vendez vos parts. Donc tout ça, ce sont des pressions auxquelles l'entrepreneur est soumis et il faut en être conscient en sachant qu'on va affronter tout ça. Ce n'est pas la mer à boire, ce n'est pas non plus l'eau de robinet à boire. C'est pas si simple que ça. Et moi, j'aime bien que les gens soient préparés mentalement parce que là, on avance plus vite. C'est en partageant nos expériences et surtout nos échecs que nous allons pouvoir avancer plus vite. C'est comme ça que les autres l'ont fait, les Occidentaux l'ont fait à travers les livres, les formations, etc. Ils permettent aux générations qui viennent d'aller plus vite et c'est pour ça que moi, j'écris des bouquins, que je donne des formations, que je réalise des vidéos sur cette chaîne pour que mes efforts et ceux d'autres personnes qui sont dans la même dynamique permettent de façonner une génération d'entrepreneurs au top. Et que dans 5-10 ans, on puisse regarder ça et dire « Ouais, là, on a fabriqué des warriors et on est en train d'aller décrocher la lune. » Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça ne vous décourage pas, ce n'est pas le but, mais que ça vous permet d'avoir un aperçu beaucoup plus réaliste. Cette vidéo est un peu plus longue que la plupart des vidéos sur cette chaîne, mais sur certains sujets, j'aime bien prendre mon temps parce qu'il faut rentrer dans les détails et expliquer les choses sans survoler. Ici, on apprend, on partage. Voilà pourquoi en commentaire, je voudrais avoir vos avis. N'oubliez pas, l'entrepreneur a une liberté partielle, mais il doit travailler justement à atteindre un jour une liberté totale. C'est un des idéaux des entrepreneurs, n'est-ce pas? J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a édifié, mettez un petit like. Ça permet à la vidéo d'être diffusée plus largement, hein, de faire un coucou à l'algorithme. Et puis, abonnez-vous surtout. Partagez-la. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.